Voilà, donc on ouvre la seconde table ronde, non, tortue, rencontre entre trois groupes de pairs qui ont travaillé sur une question difficile, qui est celle de la réussite des enfants, de tous les enfants. Alors je sais que j'ai eu quelques échos que les questions étaient un petit peu compliquées. En tout cas, on fera comme la fois précédente un tour sur votre communication, c'est-à-dire comment vous avez changé sur cette question-là dans le groupe, et on réservera une seconde communication, comme on l'a fait la fois précédente ce matin, sur les propositions autour de cette question-là, de la réussite des enfants. Ben, si on est prêt, ben, je vous propose qu'on démarre, et peut-être pour faciliter les choses, on pourrait commencer par les parents. Comme ça sera fait. Allez, je cède le micro aux parents. Donc, alors nous, on a évoqué les questions qui font débat. La nation de réussite, les sites ont eu les temps de travail et de réflexion autour d'un problème particulier. On a travaillé ensemble, par exemple les parents professionnels, et on a abordé d'autres questions pour les parents, par exemple relais. Je vois par exemple, il y a un monsieur qui nous a dit ce matin qu'il avait eu des problèmes avec un enfant à l'école. Il a donc fait un parent relais qui est allé voir un professeur pour essayer de trouver des solutions. Voilà, tu vois quelque chose, Philippe ? Pardon, oui, c'est vrai. Bon, on parle de réussite de l'enfant. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant? C'est un adulte en devenir. Sa réussite, c'est quoi? La réussite, pour lui, c'est quoi? Du moins, pour nous, les adultes, c'est quoi? C'est je pense, c'est qu'il trouve sa place dans la société, bon, qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas, qu'il ait eu de l'instruction ou pas, mais qu'il se sente bien. Voilà. C'est l'image que je me fais de la réussite pour un enfant. Que, oui, que moi, je me fais, mais cette image est partagée avec, je pense, avec pas seulement les parents, les professionnels et puis toutes les institutions. Et Mais Sonia, tu n'as peut-être pas tout dit. Si. Non. Non. Alors, quelle place pour les parents d'enfants placés quand ils n'ont pas d'accès aux informations concernant l'école de leur enfant? Parce que, bon, je vois les enfants qui sont placés, très souvent les parents, un ou l'autre, papa ou maman, n'ont pas les notes d'école, par exemple. Voilà. oui, j'ai des exemples. Bon, le chantier, bon, qui va se terminer, non, qui va continuer dans le temps, je l'espère. Euh, Ça m'a permis de. Je vais revenir au truc de la parent relais. Aussi, personne repère. J'ai, moi, expérience personnelle d'une famille où il y a eu un enfant qui a été placé. J'ai réussi à l'aiguiller vers une autre structure avec des professionnels. Et bon, ben, ces personnes, non seulement il y a l'enfant qui est placé, mais il y a quasiment, par rapport à la réussite, par rapport à l'évolution de, de, de cet enfant-là, euh, les ponts, ils sont coupés. Ils n'ont aucune information du devenir de leur enfant. D'accord. Sonia? Alors, l'engagement des parents, montrer à son enfant qu'on en est acteur. Alors là, je n'ai pas d'exemple. L'engagement des parents, montrer qu'on est acteur. Bon, il y a, je vais encore prendre l'exemple bon, de notre savoir par rapport à la structure que je représente. L'image qu'a un enfant de ses parents.
C'est le papa qui rentre après le boulot, qui s'assoit dans le canapé, qui se repose un petit peu. Et puis, la maman... On t'a déjà entendu quelque part sur un film. Oui. Ben, oui, je me répète un petit peu là-dessus, mais non, c'est vachement important, justement. Il faut, il faut pouvoir, il faut donner les moyens aux parents et aux enfants de voir autrement, qu'ils se voient autrement. C'est-à-dire, l'enfant voit ses parents autrement et les parents voient leur enfant autrement. D'accord. Bonjour Elodie qui nous rejoint. Super. Sonia, vous avez... D'accord. On enchaîne, on tourne dans ce sens-là, on passe le micro au professionnel. Donc, concernant le groupe des professionnels, tout d'abord, l'ensemble des participants s'est posé la question de quelle est la représentation de la réussite des enfants. Elle n'est pas la même pour tout le monde. Pour certains, elle est liée à la réussite scolaire. Pour d'autres, c'est plus global, c'est un épanouissement. Et voire même pour certains, la réussite, on ne sait même pas ce que c'est réellement. On ne sait même pas mettre des mots derrière cette réussite. Donc ça a fait débat un petit peu dans notre groupe au départ. Et après, une deuxième réflexion, c'était de se dire que la réussite des enfants, elle n'appartient pas aux professionnels, elle appartient aux parents. Et donc, on a donné l'exemple d'un site où l'idée, c'était de mettre les parents en situation de confiance, d'apaisement, et ça permet à eux-mêmes, les parents, de réussir, et du coup, de voir derrière ça leurs enfants fiers de ce qu'ils ont réalisé, fiers de ce qu'ils font. Et déjà, c'est une première étape pour que les parents abordent la réussite de leurs enfants en ayant eux-mêmes, dans un premier temps, déjà, eux, été en situation de réussite. Alors, le mot réussite a fait un peu débat. On a parlé déjà peut-être d'apaisement, d'être en confiance. Voilà. D'accord. Je ne connais pas ton prénom. Romain. Ouais. Du coup, oui, voilà, ce que disait le collègue, c'est qu'on a commencé à se poser la question un peu par le prisme de la réussite des parents. Voilà, donc le terme nous a pas convenu, donc on l'a rapidement évacué pour le remplacer par une notion plutôt qui tourne autour du bien-être, de l'apaisement. Voilà. Et puis ensuite, quand on a voulu un peu s'attarder sur la deuxième question, enfin, on n'a pas en fait cité les questions en début, on n'a pas commencé par là, mais on les a quand même abordées sans le vouloir. Sur le lien entre la participation des parents et la réussite de leurs enfants, on a avancé sur la question du regard de l'autre. Du coup, vous venez de l'aborder, du regard de l'enfant vis-à-vis de son parent, sur son parent en tout cas. Et du coup, moi j'avais peut-être quelques exemples qui me venaient en tête sur des actions qu'on retrouve sur plusieurs sites, mais qu'on a à Nantes, par exemple le Point Café, qui se passe sur une école maternelle une fois par semaine, et du coup de l'effet ou de l'impact pour un enfant qui déambule dans l'école avec son enseignante et qui voit son parent avec d'autres parents, avec une enseignante, avec des professionnels en train de prendre un temps convivial et d'être sur un échange. Voilà. Donc ça, on pensait que ça pouvait avoir un impact du coup sur la réussite de l'enfant et sur le regard qu'il pouvait porter sur ses parents du coup. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme exemple? Je ne sais plus. On a un exemple sur le site de Flers, Flers Alençon, dont je fais partie, où des parents autour d'ateliers d'écriture ont eu l'envie et le désir de ne pas en rester là et de créer une trace qui a été aujourd'hui, pour que ça reste un DVD et un recueil, mais ça a été avant tout aussi des représentations devant du public. Et et les enfants ont pu voir leurs parents dans une situation de valorisation, et du coup, les enfants sont fiers de leurs parents, et du coup, les parents sont fiers également. Et on ne sent pas forcément toujours les effets, mais derrière ça, moi, si on prend un petit peu de recul, on voit bien que une fois que ces étapes passées, les parents se mettent en avant pour justement aller vers la réussite de leurs enfants, enfin, en tout cas l'épanouissement de leurs enfants et le bien-être. Merci. Romain, c'est bon?
Oui, non, juste aussi préciser qu'on avait évoqué la notion de décloisonnement à nouveau. Alors c'est quelque chose dont tout le monde parle, hein, que nous, du coup, on travaille sur des programmes de réussite éducative, donc le décloisonnement, c'est un peu notre leitmotiv. Mais du coup, voilà, on a abordé la question du décloisonnement aussi autour de la question du regard qu'on peut porter sur un enfant, un enseignant qui est en difficulté, par exemple, avec un enfant et qui va pouvoir à un moment donné sortir de l'école et voir que l'enfant peut être en réussite ailleurs aussi, sur un centre de loisirs, sur un atelier d'art plastique, voilà, en lien avec des... Voilà. Donc on a évoqué cette question-là aussi et on a rappelé que le décloisonnement, ça pouvait être positif autour de cette question. Merci à vous, les professionnels. Les institutions, il n'y a pas d'élus parmi ici. Élus professionnels, les partenaires institutionnels. À vous. Bon, c'est vrai qu'on va être un peu dans la redite, tant mieux peut-être, puisque du coup, ça veut dire qu'on n'est pas trop éloignés les uns des autres. Donc nous, dans le groupe, ce qui est ressorti, c'était que l'idée qu'il fallait absolument travailler sur l'apprentissage citoyen, l'idée que ça pouvait permettre effectivement la réussite des enfants. Donc, comme par exemple, les développer, mais peut-être pas suffisamment mis en valeur, les conseils municipaux d'enfants et ou les conseils de jeunes, où effectivement les enfants ont d'autres, on peut avoir une autre place que celle qui leur est donnée à l'école, par exemple. Oui, alors un deuxième point, mais que vous avez aussi abordé, c'est la question de la valorisation des parents et des enfants. Alors la valorisation des compétences des enfants, aussi bien dans l'école que hors de l'école, dans d'autres activités auxquelles ils peuvent participer. Et je pense qu'il y a un exemple qui a été cité d'enfants qui ont participé à un accompagnement à la scolarité, et suite à quoi ils ont pu s'engager dans un conseil municipal d'enfants. Ça les a renforcés dans des compétences qui leur a donné après la possibilité de s'engager dans des conseils municipaux d'enfants, ce qui rejoint la question de l'apprentissage citoyen, la première question. Et valorisation aussi des parents, donc on en a parlé, les parents, quand ils sont associés, prennent des responsabilités, et ça fait aussi la fierté de leurs enfants. Et donc le lien entre on associe les parents, les enfants peuvent réussir, quand les parents prennent des responsabilités et sont valorisés, les enfants aussi en acquièrent du bien-être et du coup peut-être de la réussite. Alors, ce qu'il a été dit aussi, c'est que donc dans nos institutions, il fallait qu'on soit attentif à lutter contre les représentations négatives, les projections des capacités ou des pouvoirs de l'autre, et donc du coup d'être en capacité de pouvoir adopter une attitude bienveillante, c'est-à-dire qu'il fallait aussi que les institutions puissent poser les cadres pour que ça se soit possible. Oui, et dernier point qui a été mentionné, et je dirais plus particulièrement par le représentant de l'Éducation nationale, même s'il y avait un consensus là-dessus, c'est sur la professionnalité de l'intervenant qui accueille le parent ou qui accueille l'enfant. C'est-à-dire que l'intervenant, qu'il soit enseignant, animateur, travailleur social, doit avoir la même qualité professionnelle d'accueil, quel que soit l'interlocuteur qui est en face de lui. Et ça crée aussi de la bienveillance. Merci. Même procédé, vous retournez dans vos carapaces pour 5 petites minutes pour à la fois à ce qui était entendu, comment ça réagit, ou les questions que vous souhaitez soit poser à un autre groupe de pairs, soit poser à des chercheurs. Isabelle, puisque tu as le micro, voilà. Votre réaction ou votre question, et tu vous dis à qui? Non, alors là, j'avais pas de question. Enfin, notre groupe n'avait pas de questions. Juste rajouter quelque chose si on a le droit. Et par rapport à ce que disaient les parents, il y avait eu une intervention sur les parents de mineurs confiés. Et il me semble qu'il faut que je réponde au moins que je puisse donner un éclairage par rapport à ça. Voilà.
Donc, ce qu'on voulait rajouter, c'était qu'effectivement, on rejoignait bien le groupe des professionnels sur l'idée de travailler sur la transversalité. Il fallait que les institutions soient attentives à ce qu'il y ait une approche globale des enfants. Et donc, cette approche globale pouvait aussi se faire par le fait que l'école devait aussi être plus ouverte sur le quartier et qu'on devait travailler dans le cadre d'une cohésion sociale, enfin vraiment dans l'environnement. Voilà. Alors, je ne sais pas si je dis vraiment tout ce que je devais dire, parce que je crois qu'on a une élue qui est... Enfin, ce qu'elle dit est toujours très, très intéressant. Donc, c'est moi qui ai repris ses propos, mais elle n'ose pas, et je voudrais quand même bien lui donner la parole. Bien sûr, parfois changer de chaise. Ça, c'est la règle. Allez. Allez. C'est parti du jeu. Je disais juste que c'était très important pour les enfants que les adultes qui s'occupent d'eux, donc à chaque place, animateurs, ATSEM, instituteurs, profs, aient une vision globale d'eux. On ne peut pas limiter un enfant à son statut d'élève. Je pense que ça va au-delà. En plus, c'est un enfant qui est en développement, donc c'est bien la vision globale qu'on doit avoir de lui. Et je pense qu'un enfant peut être très bon en sport ou à l'école de musique ou de danse et peut pas être très bon à l'école. Mais du coup, ça change tout de suite le regard de l'instituteur sur lui et c'est très important. Et je pense que ça ne demanderait pas un grand travail de le faire. Et ça pourrait changer la donne pour beaucoup d'enfants. Et donc, je disais à mes collègues qu'on ne peut pas non plus avoir en tête que la réussite des enfants, même si bien sûr elle est très, très importante, mais il faut qu'ils se sentent bien parce que là aussi, on parle de cohésion sociale et de vivre ensemble après. Voilà. Et c'est pour ça qu'on avait aussi parlé d'apprentissage à la citoyenneté et que je pense que c'est important parce que depuis quelques années, on a décrété la démocratie participative, on a décrété la citoyenneté, sauf que ça ne peut pas se faire sans formation. Donc il faut peut-être le faire le plus en amont possible et puis la semer plutôt que de la décréter comme ça parce que ce n'est pas évident d'avoir cette posture-là. Voilà. Et ben voilà. Tu répondras tout à l'heure, Isabelle. Allez, aux parents. Bonjour, moi je suis maman. Je suis maman, comme on a parlé tout à l'heure, pour les enfants pour qu'ils réussissent très bien. Je trouve que c'est bien que les parents participent aussi avec les enfants. Par exemple, moi, je ne sais pas très bien lire et écrire et tout ça, mais en même tout le temps, je suis avec ma fille. Ma fille, elle a 14 ans et demi maintenant. Elle est elle est au troisième. Qu'est-ce que je dis tout à l'heure quand tout le temps on est avec eux à l'école, malheureusement, quelquefois les profs, elles appellent les parents. Et les parents n'est pas là. Et comme les parents n'est pas dans la classe, les enfants, ils trouvent comme ses parents, ils ne font pas attention pour eux. Et quand je suis avec ma fille à l'école, excuse-moi, quand je suis avec ma fille à l'école, je vois qu'elle est fière que je suis avec elle. Même les maîtres, elle dit pour elle aussi, tu regardes ta maman tout le temps avec toi. Et tout le temps, je cherche quelqu'un qui travaille avec elle. Et je suis contente de ma fille qu'elle a des bons notes tout le temps. En préambule aussi, donc on se réjouit, je ne sais pas si on a à se réjouir, mais on est tout à fait ravis du fait que finalement il y a un consensus dans l'ambition éducative liée à la réussite ou l'ambition, tout simplement, comme vous le disiez, l'ambition sociétale ou démocratique vis-à-vis de nos enfants. Ça a été partagé par l'ensemble des pairs et on tenait à le souligner. L'autre point, peut-être qu'il y a deux questions qui sont émergées, qui va peut-être vers les propositions, mais en tant que parent, on a des attentes, on a des envies, et il y a des choses qu'on a envie de mettre en place depuis pas mal de temps. Et donc, vous m'excuserez si ça paraît peut-être impulsif, mais ce n'est pas du tout le cas. La première question, c'était, on évoquait donc la place des parents au sein de l'école, au sein du système éducatif. C'est vous, en tant que professionnel, est-ce que ça fait partie de vos prérogatives ou de vos missions? Et ça, on a besoin de le savoir, parce que peut-être que ça peut être en lien à certains freins
Et aussi, ça peut être des leviers potentiels qui nous disent que finalement, ce n'est pas dans vos missions et vous le faites parce que vous avez cette conviction-là, vous, qui êtes présent, mais c'est peut-être lié aussi à des freins qu'il faudrait faire sauter dans d'autres lieux. Et la deuxième question, c'était sur l'accueil du parent au sein des institutions. Qu'est-ce que c'est que pour vous accueillir le parent ? Quelle est la valeur que vous y mettez, vous, en tant que professionnel, sur cet accueil-là ? Parce que nous, on pourra vous faire un retour. On a aussi des attentes qui ne sont pas forcément très ciblées et pointues, mais qui sont plutôt des attentes du côté du savoir-être. Merci. Donc, 2 questions qui sont envoyées aussi bien aux professionnels qu'aux institutions. Je ne sais pas, On Romain ? commence par répondre aux questions. Oui. Ok. Moi, je veux bien répondre à votre première question. Donc, si j'ai bien compris, la question c'est est-ce que notre attitude, éventuellement notre posture de travail, relève de notre fonction ou relève aussi d'autres choses de plus personnelles, c'est ça ? Ok. Alors, moi, je peux répondre que pour moi parce que j'ai pas le temps de me concerter avec le reste de ma tortue. Non, mais du coup, oui, donc moi, je travaille au programme de réussite éducative, donc effectivement. Dans ma fiche de poste, je me dois de travailler avec les parents et de faire avec, d'aller vers. Après, je pense que personnellement, c'est aussi une conviction de faire avec. Et d'accord. Donc, je réponds pas bien à la question. Oui. C'était pour aussi que nous, on ait pleine conscience dans la contrainte dans laquelle vous essayez de mettre en place ce partenariat-là avec les parents dans cette réussite éducative. C'est qu'on a besoin de savoir quelle est la part de personnel et quelle est la part aussi de mission professionnelle. Mais tu réponds pleinement. Oui, du coup, pour te rassurer qu'il n'y avait aucun doute. La réponse, tu es présent avec nous aujourd'hui, mais on a aussi besoin que tu nous éclaires sur l'ensemble du champ professionnel qui nous entoure pour savoir finalement quel est ce lien-là. De mon côté, je ne sais pas si je vais répondre clairement à la question, mais c'est vrai que en ce qui nous concerne en tant que professionnel, il s'avère que on est de formations diverses et parfois on peut se cacher derrière ça aussi. C'est-à-dire cette formation en employant un vocabulaire qui n'est pas adapté à la compréhension. Et du coup, je pense qu'en venant ici et en partageant le chantier, la prise de conscience, c'est qu'il fallait adapter aussi notre échange pour que vous puissiez, vous les familles, avec vos demandes et nous avec nos réponses et inversement, une compréhension commune. Et parfois, c'est facile pour nous parce qu'on a des sigles, on a des termes, de noyer le poisson. Et du coup, et de ne pas être à la réponse exacte. Alors, je ne réponds peut-être pas tout à fait, mais je pense que nous, ce qu'on souhaite, c'est quand on reçoit des familles, c'est de s'assurer qu'on se comprenne bien. Alors, ce n'est pas à nous d'aller forcément vous dire est-ce que vous avez bien compris, c'est de mettre une ambiance où on s'autorise à se dire des choses et puis qu'on puisse, de façon commune, se comprendre et aller dans le sens qui... Voilà. Alors après, moi, répondre à la question, ce qui me concerne, ma part de personnel, ma part de professionnel, c'est très très difficile parce que moi j'ai eu la chance de choisir mon métier, donc à mon avis il y a une part de personnel, ça c'est sûr. Et elle a été du coup après. Alors je sais plus, j'ai eu une réaction ce midi en disant que parfois la formation aussi, elle casse ça, notre envie de départ avec nos motivations. Il y a la formation parfois qui nous amène, elle est importante pour nous. Elle nous amène aussi à des fois à mettre des barrières, à mettre des freins et qui sont peut-être parfois utiles et peut-être parfois frustrantes aussi. Mais avant de céder la parole aux institutions, Bénédicte, parce que je sais que sur les travaux de Brest, cette question-là a été posée. Est-ce que tu peux nous redire 2-3 choses là-dessus ? Bon, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais réagir, donc peut-être choisir juste un truc. Sur la transversalité, sur le fait que c'est important qu'on ait une vision partagée de l'enfant. Je crois qu'il faut aussi faire très attention à cette vision totalisante. Un enfant, il se construit parce qu'il a plein d'adultes référents sur lesquels s'appuyer, qui vont tous avoir un point de vue aussi différent sur lui. Et si tout le monde se met à
reconnaître. Alors ça dépend évidemment, si c'est pour valoriser, bien sûr que c'est chouette, qu'on sache que l'enfant qui est bon à l'école de musique, même s'il a des difficultés en lecture, il est bon à l'école de musique. Mais en même temps, vous voyez bien quoi, cette transversalité, elle peut être aussi un peu problématique. Je crois qu'un enfant, il a besoin de tout le monde et c'est lui qui va trier et choisir. Et la seule chose qu'on peut faire, nous, c'est lui offrir le plus d'adultes qui tiennent la route possible autour de lui, dont les parents, bien sûr, d'abord, mais de lui offrir le plus d'adultes qui tiennent la route autour de lui pour qu'il puisse choisir, tracer sa voie. Et réussir, ça veut dire peut-être pas uniquement la question du bien-être, ça veut dire aussi se donner des capacités d'agir. C'est ça, être citoyen, c'est pouvoir agir. C'est tout. Et ces ressources, eh ben, il va les trouver là où on lui permet de les trouver. Donc auprès de ses familles, bien sûr, mais pas exclusivement. Donc peut-être que la question de la participation des parents, elle est hyper importante, indépendamment, j'ai envie de dire, de la réussite des enfants. Elle est super importante parce qu'on est une société démocratique, ou qu'on prétend être une société démocratique, et qu'on a besoin de la vie de tout le monde. Mais peut-être qu'il faut arrêter de se dire qu'on fait ça que pour les enfants. On fait ça d'abord parce que, ben voilà, quoi, on est des adultes, et le vivre ensemble, on le construit d'abord entre nous. Élodie ? Oui, et puis en plus, c'est vrai que autant, justement, ce que vient de dire Bénédicte, le fait d'associer les parents, c'est nécessaire, puisque en plus, si l'enfant se retrouve dans un conflit de loyauté entre sa famille et ses profs, ou d'autres adultes, mais c'est parce qu'il y a très souvent l'école, du coup, ça va poser problème à l'enfant, mais par contre, c'est pas une condition suffisante, puisqu'on voit bien, en fait, que c'est pas en fait la recette miracle qui va permettre à l'enfant forcément d'aller même ne serait-ce qu'un peu mieux. Et sur la question des référents, justement, les enfants, quand ils grandissent, après, bon, ils deviennent des ados, des jeunes adultes, etc., ils choisissent un petit peu, s'ils ont eu plein de référents autour d'eux, ils vont bien voir, en fait, qu'est-ce qui va leur... C'est des modèles de réussite, en quelque sorte. Ça fonctionne un peu par identification. Ils ne vont pas devenir comme une personne en particulier, mais ils vont piocher ici et là, en fait, des valeurs, des manières d'être, des manières de faire qui leur conviennent. Et donc du coup, ils font leur chemin comme ça, parce que les enfants sont aussi acteurs. Il n'y a pas que, justement, c'est pas que les adultes qui sont autour d'eux, il y a aussi les enfants eux-mêmes. Et sur la question de la citoyenneté, en fait, souvent, c'est une question qui est souvent un petit peu délicate. C'est qu'on parle souvent de devenir citoyen, de formation à la citoyenneté. Et le problème, c'est qu'on peut se demander, en fait, quels vont être les critères pour dire qu'un enfant ou ses parents sont de bons citoyens, sont vraiment citoyens. Alors que la citoyenneté, à la base, c'est un droit qu'on a tous, on est citoyen. Et ensuite, la participation citoyenne, elle doit être permise par des espaces de parole, des espaces de décision auxquels les enfants et leurs parents ont accès. Mais par contre, formation à la citoyenneté, on peut se poser la question du coup de qui va juger en quelque sorte de la citoyenneté des autres, quelque part. Parce qu'on peut se rendre compte quand on réfléchit un peu qu'on se pose toujours cette question-là pour les mêmes personnes et ce n'est pas pour toute la population en entier. Voilà. Merci Élodie. Je crois que on voulait réagir du côté des institutions aussi. Ah pardon. En fait, on n'avait pas fait notre petit retour à nous après notre temps de concertation. Mais peut-être que c'était juste revenir vers les parents, nous, de notre côté, parce qu'en fait, on a parlé tout à l'heure de la réussite des parents, que c'était un terme, quelque chose qu'on avait abordé ce matin, qu'on avait tout de suite relativisé, parce que du coup, on s'est rendu compte qu'on a travaillé déjà depuis 4 ans autour de la notion de réussite des enfants et que le terme réussite n'était pas évident. Et nous, là, on introduit maintenant la question de la réussite des parents, et ce matin, on s'est dit non, c'est juste pas possible. Du coup, je voulais savoir, avoir un peu l'avis des parents, on voulait avoir un peu l'avis des parents sur cette notion-là, sachant que du coup, l'idée, c'était bien de dire que évoquer le terme de réussite pour les parents, c'était pas guetter des choses, des grandes choses ou guetter une participation à un atelier. C'était vraiment des petites choses. Je pense à l'exemple d'une maman qui peut-être nous répondra si elle en a envie, mais qui nous disait que pour elle, sa réussite, ça avait été simplement à un moment donné de pouvoir sortir de chez elle, quoi, et de plus rester enfermée, et voilà, de sortir vers l'extérieur et de s'ouvrir un peu plus. Voilà. Je voulais savoir si les parents avaient envie de réagir un peu sur cette question-là. Alors, on joue le jeu.
tu prends la place de devant. Voilà. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui restent renfermés chez eux et puis qui ont beaucoup de mal à mettre les pieds au collège ou à l'école parce qu'ils ont peur d'être jugés et d'être mal vus. Et en disant, oui, votre enfant est mal élevé quand il fait des bêtises ou qu'il ne soit pas bien reconnu. Et moi, j'ai un fils qui est au collège. Là, il a un projet depuis très longtemps il veut devenir professionnel de foot. Et que quand on a eu une réunion, il n'était pas là, heureusement, on a dit c'est pas possible parce qu'il y en a beaucoup qui demandent à faire ça et qu'on l'a démoralisé dès le début. Bon, c'est vrai, il n'a pas écouté ça parce qu'il l'aurait vraiment mal pris. Mais je pense qu'un enfant de 6e ou 12e qui a déjà un projet, déjà dès le début, de lui casser ça, moi j'essaye de lui remonter le moral parce que je dis il faut que tu prévois un plan B au cas où ça ne marcherait pas. Mais il faut que tu apprennes bien à l'école et que tu sois bien accepté par tout le monde. Et ça, moi, c'est pas un truc que je lui coupe tout. Et qu'il soit suivi par pas mal de monde autour de lui. Et vraiment, on est vraiment à l'écoute de nos soucis. Moi, je trouve, mais il faudrait qu'on ne soit pas jugé non plus par rapport à ce qu'on vit, nous, personnellement, chez nous aussi, à la maison, et qu'il faut prendre conscience dans quel environnement l'enfant vit aussi, et qu'il faut essayer de, pas dire toute sa vie, mais au moins essayer d'éclaircir les choses pour pouvoir comprendre le comportement de l'enfant, pour qu'il soit accepté par tout le monde. Voilà. Merci. Je vais rebondir sur ce que disait Philippe tout à l'heure quand il parlait de réussite, où la réussite était plutôt celle de se dire que capacité de s'intégrer dans la société, capacité de développer des choses, de s'investir en termes démocratiques, etc., et d'avoir un projet commun. Et je pense que pour nous, la réussite d'être parents, c'est d'abord pour nous aussi d'être mis en capacité de réussite sociale. Je pense qu'on a besoin en tant que parents d'être identifiés par les enfants comme un être social au sein de notre société. Et je pense que si nos structures, l'ensemble des intervenants peuvent le faire, voilà. Mais plus, il n'y a pas forcément besoin de plus. Je pense que l'enfant a besoin d'avoir l'image que son parent est un être social qui agit dans sa société. Et que si notre désir à nous, la réussite, notre réussite éducative, si on peut l'appeler comme ça, mais notre ambition, c'est que nos enfants s'intègrent dans la société, il faut qu'on puisse avoir cette image-là. Voilà. Okay. Est-ce qu'on a fini le tour des questions? Grégoire. Tu veux changer toi? Il y a une place de libre. Ah ben non. Merci. Dans l'atelier tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a évoqué une question peut-être nouvelle. Peut-être qu'on en a parlé depuis le début du projet. Mais cette question m'a beaucoup secoué. C'est la responsabilité. Comment les enseignants, les professionnels, vous pouvez prendre en compte la responsabilité des parents dont les enfants sont placés et ces enfants qui sont dans une structure scolaire. Il y a des fois des rapports venant de l'école ou bien je ne sais pas quoi, des services sociaux, tout ça, etc., et qui démolissent finalement, en fin de compte, la famille. Deuxième question. Les professionnels ont dit tout à l'heure, peut-être, la réussite des enfants n'appartient pas aux professionnels. Je dirais peut-être plus sage, est-ce que ce ne serait pas intéressant de dire la réussite des enfants n'appartient pas qu'aux professionnels? Merci Grégoire. Je réfléchis en même temps. N'appartient qu'à l'enfant du moment qu'on lui a donné les moyens d'y arriver. Ça doit... On organise un petit... Eh ben, tu passes devant, Sylvie. Oui, alors moi je voudrais répondre quand même, puisque je travaille dans le cadre de la protection de l'enfance et je travaille en maison d'enfants, justement. Et effectivement, si je suis là aujourd'hui dans ce chantier, c'est qu'effectivement, la place des parents des enfants placés, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup, puisque j'ai commencé à travailler il y a une trentaine d'années, et effectivement, la place des parents n'était pas du tout reconnue. C'était vraiment les mauvais parents et les très bons professionnels. Je pense quand même qu'aujourd'hui, et c'est pour ça aussi que le souhait, notamment l'année passée, du séminaire à Tourcoing, c'était pour montrer une autre image des maisons d'enfants. Malheureusement, il y a encore des établissements, il y a encore des institutions
qui restent encore avec des choses qui étaient dans le passé. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'il y a un cadre législatif. Aujourd'hui, le droit des parents, il y a vraiment des cadres législatifs qui, ne pas pouvoir aller à l'école, rencontrer son parent, l'enseignant, c'est pas normal, c'est pas possible. Donc là, j'ai envie de dire, il faut vraiment, vraiment vous rapprocher du cadre légal au niveau de la protection de l'enfant. Les droits, l'autorité parentale, c'est vraiment quelque chose qui doit aujourd'hui pouvoir s'exercer au niveau des institutions. Et nous, au niveau du comité de pilotage, on avait justement une maman, elle a fait vraiment tout le chemin avec nous. C'est une maman aussi, où au départ, l'enseignant préférait parler à l'éducatrice plutôt qu'à elle. Et au fur et à mesure de ce chantier, en tout cas du comité de pilotage, elle a pris beaucoup d'assurance. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle est dans différentes associations et qu'elle sait aujourd'hui aller voir l'enseignant seul, prendre la parole. Et puis, elle n'a plus besoin de l'éducatrice et l'éducatrice est complètement mise de côté. Voilà. Donc, je pense qu'il y a vraiment... ne pas hésiter à vouloir franchir cette étape. Et puis, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Je vous y encourage, en tout cas. Ça voulait réagir aussi Isabelle? Allez, hop. Je vais répondre aussi par rapport à ça. On arrive à les... C'est vrai que je pense que même si effectivement il y a un cadre de loi maintenant qui a changé et que la place du parent est complètement reconnue, il y a encore du chemin à faire, moi je pense, enfin, même si je rejoins ma collègue par rapport à ça, puisque on avance doucement quand même sur la place des parents concernant les mineurs confiés, mais on avance. Il y a de plus en plus de place qui leur est faite, hein, et en tout cas, la loi l'y oblige. Alors après, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a les représentations, il y a tout ce qui est véhiculé de part et d'autre, et c'est pas toujours évident. Il y a ce que peut penser effectivement l'instituteur ou le professeur dans l'imaginaire. Enfin, mon Dieu, si le mineur est confié, mais qu'est-ce qu'a pu faire le parent? Enfin, voilà, il y a toutes ces questions-là. Et c'est la question de la co-formation, de la bienveillance, de la confiance. Même s'il y a eu des choses graves qui ont pu être commises à un moment donné, eh bien, il reste parent, il peut tout à fait aussi s'amender des choses qui ont été faites, il travaille, il y a tout un travail qui est fait par rapport à ça, et donc il a complètement sa place à partir du moment où, effectivement, il est toujours le représentant légal de l'enfant, qu'il en a toujours l'autorité parentale. Parce qu'il y a des situations où, effectivement, les parents n'ont plus l'autorité parentale. Vous parliez tout à l'heure des bulletins scolaires, bon, voilà, c'est des choses... Donc, si le plan légal est respecté, il faut que les choses s'appliquent. Il ne faut pas hésiter à faire part des situations difficiles. Il y a des associations qui sont là aussi pour ça, pour soutenir les parents de mineurs confiés. Il ne faut pas hésiter à faire appel. Il y a des avocats qui sont de plus en plus présents. Je pense qu'il faut que le droit aussi avance par rapport à ça, parce que ça, c'est pas facile. Voilà. Merci Isabelle. Je vous propose qu'on tienne l'impératif de 15 heures. Peut-être se remettre ou échanger un peu sur les propositions et voir si éventuellement il nous reste un peu de temps pour peut-être revenir sur une ou deux questions. Vous êtes prêts, les parents? Alors, sur les propositions, c'est créer les conditions de la rencontre entre parents, enfants, professionnels, les parents ou professionnels relais. Par exemple, ouvrir les familles sur l'environnement de leur enfant. On parle de créer des conditions de rencontre. Est-ce que tout le monde s'est rencontré quelqu'un? Je parle principalement pour l'éducation nationale. Il y a souvent, on en a parlé souvent dans les congrès, souvent entre le parent et l'enseignant, il y a une grille qui tombe. Parce que peut-être le parent, il a peur. Ce n'est pas lui qui base la grille.
c'est souvent l'enseignant qui baisse la grille, parce qu'il a peur aussi du parent. Il ne faut pas l'oublier, ça. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas été formé à ce genre de rencontre, ce genre de face-à-face. Donc il faudrait qu'il y ait, dans le cursus de formation d'un enseignant, il faudrait qu'il y ait une formation justement pour ça, pour qu'il y ait ce lien-là. Alors, donner la place aux enfants quand on parle d'eux. Bon, on a eu l'exemple ce matin avec une personne. Il y a les rentrées scolaires au mois de septembre. Il y a les rencontres entre les enseignants et les parents. Et il y a des enseignants qui disent moi, je vais vous rencontrer, mais je n'ai pas envie de voir vos gosses. Laissez les enfants, si vous pouvez les faire garder, je ne veux pas qu'ils soient là. C'est quoi le lien entre le parent et puis l'enseignant, si ce n'est pas l'enfant ? Pourquoi est-ce qu'on le laisse de côté ? Pourquoi est-ce qu'on ne lui demande pas à lui ? Pourquoi est-ce qu'on ne l'entend pas ? Pourquoi est-ce qu'on ne l'écoute pas ? Parce qu'on parle en associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir. On a parlé beaucoup des professionnels, on a parlé de l'éducation nationale, on a parlé des parents. Mais ils sont où les enfants là ? Ils sont où ? Merci Philippe. Et ça peut être une des questions qu'on aurait pu débattre aujourd'hui, la question de l'expression, la parole des enfants et l'application des enfants. Pardon. Vous êtes prêts, les institutions, parce que vous avez le micro ? Oui. Alors, proposition, c'était effectivement, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit déjà, mais c'était un peu les postures professionnelles, institutionnelles, et du coup, de se dire que chaque institution devait être vigilante à chaque fois qu'une action s'engage, mais quelle qu'elle soit, enfin, quelle que soit son ampleur, la place du parent, mais pourquoi pas, alors les enfants, parfois ça peut être un peu plus compliqué en fonction de leur âge, mais en tout cas des jeunes, en tout cas de certains, la participation soit posée comme un principe. Enfin, ça l'est dans les textes, on l'a bien vu ce matin, mais après, il s'agit de passer à l'acte, quoi. C'est-à-dire à quel moment on considère qu'il faut y aller, quoi. Et puis on revient aussi sur l'idée de la formation ou de la co-formation ou l'idée de la rencontre de l'autre, c'est-à-dire les postures professionnelles, comment on se situe lorsqu'on est professionnel et qu'on accueille un enfant, un parent. Voilà. Merci. Pour les professionnels. On va être assez rapide parce que du coup ça se recoupe tout ça. Du coup on avait sur nos deux propositions, je vais les citer rapidement puis mon collègue y précisera s'il faut. On avait créé des situations de confiance entre les différents acteurs éducatifs. Et quand on dit ça, clairement, en fait, ce qu'on imagine, c'est la diffusion de l'expérience qu'on a tous autour de l'appel à projet auquel on a répondu depuis 4 ans. Et puis, il y avait une deuxième proposition qui était être sur le même niveau d'information. Alors, quand on a commencé à dire ça, après, on est parti sur on a aussi parlé de la formation, de la co-formation, tu vas en dire 2 mots. Mais voilà, au moins être sur un même niveau d'information. Et par exemple, il y avait l'exemple de parents parfois qui peuvent être interpellés pour une équipe éducative, mais qui ne savent pas du coup ce qui va s'y causer, de quoi on va parler, qui va être présent. Donc voilà, c'était nos 2 propositions. Et rapidement, compléter par rapport à la co-formation, c'est vrai que ça a été abordé à plusieurs reprises, mais moi je fais bien effectivement référence à la co-formation qui est prodiguée par ATD Quart Monde et qui a toute sa place parce que pour l'avoir vécu et puis pour côtoyer des professionnels qui l'ont vécu, je crois que c'est une proposition assez concrète et qui serait nécessaire. Par contre, le constat c'est l'après-co-formation parce que ça laisse des traces et il faut continuer à travailler ça. Et nous, quand on l'a mise en place, derrière ça, on nous interroge et on n'a pas forcément toujours le temps de donner des réponses. Mais en tout cas, c'est un premier préalable, je pense aussi à une proposition. Et je pense que dans cette instance, on nous renvoie des choses parce que de la façon dont elle est constituée. Et c'est vraiment une proposition qui pourrait être, je pense, retenue.
Merci à vous. On va céder le micro à Benoît pour la synthèse. Oui, la synthèse, comme ça à chaud, c'est pas évident. Je vais plutôt dire ce que je retiens de ce que j'ai entendu. La première chose qui me semble très importante, c'est qu'on a beaucoup progressé sur la notion de réussite. Au début du chantier, on avait tendance à opposer réussite scolaire, réussite éducative, en termes d'opposition. Et là, on sent qu'on a dépassé cette opposition. Alors, on est toujours à la recherche de ce qu'est la réussite, parce que c'est un mot compliqué, la réussite. Hein, qu'est-ce que ça veut dire la réussite? Mais on n'oppose pas les choses. On sait que la réussite scolaire, elle est fondamentale. Et les parents l'ont redit, les professionnels, puis les enseignants l'ont redit aussi ce matin. Donc ça me semble très important. Donc dans l'élargissement de la réflexion, il y a cette idée de bien-être et de bienveillance. Il y a quelque chose, je crois, à continuer à creuser dans ce domaine-là, parce que c'est peut-être pas un élément de la réussite en termes de définition, mais pour permettre la réussite, alors c'est sûrement une bonne piste. Le deuxième élargissement important, c'est ce qui tourne autour de la citoyenneté. Et je pense que là, de montrer, et ça peut tout à fait rentrer dans la définition de la réussite. Hein, la réussite, c'est justement la capacité d'agir, on a dit tout à l'heure. Et ça me semble tout à fait fondamental. Et ce n'est pas la capacité d'agir dans l'avenir, c'est la capacité d'agir dès tout de suite dans l'école ou dans le quartier pour l'enfant. Le deuxième élément qui m'a semblé important là, dans nos débats, c'est l'idée qu'il y a besoin de tout le monde. C'est pas l'idée que c'est pas grave s'il n'apprend pas bien la table de multiplication parce qu'il joue bien au foot, parce que ça, on sait bien que ça ne résout pas le problème. Hein. Mais par contre, que tous les acteurs dans l'école et dans le quartier vont jouer un rôle pour permettre à l'enfant de grandir, de devenir acteur, alors oui, là, il y a quelque chose à creuser. Avec un risque qui a été soulevé à juste titre par notre amie chercheuse, c'est faisons bien attention que l'enfant ne soit pas cerné par tous les acteurs qui savent tout sur lui et qui le regardent comme ça. L'enfant, il est grand, c'est lui qui grandit et il sait assez vite voir vers quels adultes il va vouloir pour apprendre telle chose, vers tel adulte pour apprendre tel autre, et puis bien sûr, toujours au fond, d'abord, ses parents. Donc ça, c'est le deuxième point qui me semble assez fondamental. Le troisième, j'en parle à propos des enfants placés, je ne vais pas revenir là-dessus, mais l'élargir à la question de la loi. Je pense, j'ai évoqué ce matin cette loi de refondation, tu as évoqué la loi sur les droits des parents. Je pense, et la loi, ça nous fait parfois peur. Moi, je crois que la loi, quand on la connaît, c'est un appui. Et il faut savoir utiliser la loi. Alors, on a évoqué les parents relais, on a évoqué des professionnels qui peuvent donner un coup de main dans ce point de vue-là. Mais je pense qu'on n'a pas à avoir peur de la loi. Il faut utiliser la loi. C'est la loi de la République. C'est nos représentants qui l'ont votée. Et c'est souvent pour faire progresser les choses. Donc voilà, moi, les 3 points que j'ai retenus. Il y en a plein d'autres, mais on aura l'occasion d'en reparler. Merci Benoît. Merci de votre participation avec des applaudissements. Merci à l'équipe du CKRSA.